Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Brewline. Il est 11 heures, on va démarrer sous l'orage. Donc, si vous entendez un petit peu de tonnerre, c'est normal de mon côté. Je suis désolé, je ne maîtrise pas la météo. Donc, aujourd'hui, rendez-vous un petit peu pour finir un peu ce triptyque sur les levures, où aujourd'hui, on va terminer par la production et l'utilisation de levures sèches actives. C'est ce que nous proposons chez Brewline. Et nous allons aussi présenter nos levures de chez Brewline. En laissant un petit peu les gens arriver, un petit peu comme d'habitude, on va commencer par le petit sondage un petit peu pour savoir qui est qui, parce que toujours derrière un écran, ce n'est pas toujours évident de savoir à qui on parle et c'est toujours intéressant. Le physique est revenu, le webinaire est resté, donc c'est toujours intéressant aussi de partager. Je lance le petit sondage pour se connaître et se présenter. Je vous laisse y répondre. De même que pendant tout le webinaire, je vous laisse répondre, mais pendant ce temps, j'en profite aussi pour vous rappeler, vous avez un espace questions-réponses. Si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à y participer. Vous êtes forcément les bienvenus sur cet aspect-là. Si c'est dans la discussion, ça marche aussi. C'est toujours parfois un peu plus compliqué s'il y a de la discussion qui part dans tous les sens pour trouver la bonne question. Voilà, voilà. On a toutes les réponses. Je vais me mettre fin au sondage. Je partage les résultats. Et ben, c'est 100% de professionnels de la bière aujourd'hui. Je pense que les curieux, soit ils ont du beau temps et ils feront l'apéro, ou soit ils profitent du replay parce que à chaque fois, il y a nos webinaires en replay. Alors, nous allons commencer avec un petit rappel de ce que nous avons discuté lors du précédent webinaire avec Laurence à l'Institut Meurice à Bruxelles. On a rappelé comment conserver les levures, comment aussi on les sélectionnait, comment on pouvait choisir ces levures et du coup travailler des levures pour le brasseur, comment on les propageait aussi en laboratoire et comment vérifier la qualité des levures. Qui va aussi avec un peu le développement des levures, ce sont des liens en commun. Donc, n'hésitez pas à revoir le replay si vous voulez revoir l'intervention de Laurence sur la levure et aussi la visite. On avait visité le laboratoire de l'Institut Meurice avec cet aspect conservation des levures et propagation, avec leur propagateur tout récent. Donc, l'idée, voilà, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette propagation de levure pour que ça arrive jusqu'au brasseur, pour que lui puisse brasser des bières, tout simplement. En général, on résume à 3 types de levures. On va parler de la crème de levure et souvent, ces types de levures sont définis par des pourcentages de matière sèche. Donc, en fonction du pourcentage de matière sèche, on définit différentes qualités de levure. Donc, la crème de levure, on y arrive à des 18-20% de matière sèche en général. La levure pressée, qui est là, elle, plutôt à 27-34% de matière sèche. Et aussi les levures sèches actives ou active dry yeast en anglais, qui sont entre 92-96% de matière sèche. Donc, il y a un vrai écart entre ces différentes levures. On commence par voilà, les premières étapes. Donc, on a la souche de levure. Ça, ce sont les étapes qu'on rappelle, qu'on a vues à l'Institut Meurice avec Laurence. Donc, on a la souche de levure qu'on va d'abord cultiver en ballon pour obtenir quelques centaines de grammes de levure, puis quelques kilos de levure sur une culture en fermentation fed batch. Puis, on va faire une fermentation aérobie où là, on va arriver à quelques tonnes de levure. Donc, ça commence à être plus impressionnant. Ou sur un milieu de culture souvent composé de mélasse et de composés nutritifs et avec une oxygénation permanente. Et on va arriver, si le PowerPoint veut bien se lancer, après centrifugation, on va concentrer la levure. Donc, quand on fait de la bière, souvent, la centrifugation, c'est pour séparer la levure et garder la bière. Ici, on va faire une centrifugation pour récupérer la levure et du coup, enlever le milieu de culture en bonne partie. Donc, on arrive à une levure liquide de 18 à 20%. On peut aujourd'hui trouver des levuriers qui fournissent des levures liquides. Des avantages et des inconvénients, forcément, chaque format a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage d'une levure liquide, on peut automatiser le dosage, donc c'est facile de doser un liquide qu'on doit homogénéiser avec un liquide. On va en homogénéiser plus facilement, c'est forcément facile d'homogénéiser deux liquides, et ça coûte peu cher à produire puisqu'on fait juste une propagation et une centrifugation. Cela reste un équipement entre guillemets assez facile et il n'y a pas des coûts énergétiques élevés dessus. Par contre, dans les inconvénients, il faut que cette levure soit conservée à 4 degrés parce que forcément, si on chauffe le produit, la levure, elle va vivre et si elle n'a pas de quoi se nourrir et se développer, elle va mourir. Donc, c'est pour ça qu'on conserve à 4 degrés. Donc, il faut des transports réfrigérés. Donc, quand on commence à brasser un certain volume, ça peut être compliqué. Et les durées de vie sont courtes. On parle d'une semaine,
Alors, on peut faire un peu plus d'une semaine, parfois sur une levure liquide, mais on va perdre en viabilité, on va perdre en vitalité. Donc, ça va poser des vrais problèmes. C'est pour ça qu'on ne trouve pas forcément énormément de levure liquide. Vous doutez que la gestion de production et de conservation n'est pas toujours facile. Pour faire des pains de levure, ben, on part de cette levure liquide qui a 18-20% de matière sèche et on va la passer dans un filtre sous vide, filtre rotatif, puis passer dans une extrudeuse pour avoir une levure typique plutôt du monde de la boulangerie. On trouve assez peu dans le monde de la brasserie, mais c'est important aussi de présenter cette étape parce que ben, c'est une étape intermédiaire avant la levure sèche aussi, tout simplement. Sous cette forme, ben, on est sur un conditionnement qui est assez facile. On est sous forme de bloc compact qui est aussi facile à utiliser. Par contre, il faut toujours conserver à une température fraîche, entre 3 et 7 degrés. Il faut un transport réfrigéré. On a une durée de vie qui est supérieure à la levure liquide, mais qui reste quand même assez faible, de 3 à 5 semaines. Quand on voit la diversité des levures aujourd'hui utilisées par les brasseurs et la gestion de production, il est parfois difficile de savoir quelle levure on va utiliser quand. Donc, ce n'est pas toujours facile déjà, même avec une durée de vie de 3 à 5 semaines. Pour la levure sèche, ben, on va partir d'une levure. Et le but, c'est d'obtenir une levure sèche à 92 à 96% de matière sèche. Donc là, c'est des mécanismes beaucoup plus confidentiels de séchage qui sont plutôt qui se rapprochent de l'atomisation quand on fait du lait en poudre. Mais cette technique est vraiment très très sensible parce qu'il faut garder la vitalité et la viabilité de la levure. Donc c'est certains moments précis, etc. Pour sécher la levure. C'est une vraie science faite par les levuriers. Donc, on obtient cette levure sèche. Cette levure sèche, l'avantage, c'est qu'on peut la conserver à température ambiante et une durée de vie qui est assez longue. On est supérieur à 1 an. On est même régulièrement à 3 ans en durée de vie. On est sur un conditionnement granule qui facilite le dosage, le pitching, comme on dit en anglais, l'inoculation. En fait, il suffit de peser des grammes pour savoir combien vous mettez de levure. Donc, c'est assez facile de ce point de vue-là. Par contre, dans les inconvénients, bah, il y a un coût énergétique. Il faut beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie pour aller sécher la levure par rapport au départ de la crème liquide. Donc, ça a un coût. Ce séchage a un coût avec l'emballage. Et bah, forcément, cette levure, il faut la réhydrater. Il faut la remettre entre guillemets en vie, parce qu'elle est un peu elle est sèche, donc elle est pas enfin, elle est vivante, mais elle est pas elle n'a pas un métabolisme actif, donc il faut la réhydrater. Mine de rien, ça peut être un petit inconvénient. On va en parler un petit peu plus dans le détail par la suite. Alors justement, ben, le but, c'est aussi de voir un petit peu avec vous ce que vous utilisez un petit peu comme technique. On va faire un petit sondage pour voir comment vous ensemencez un petit peu vos levures. Je vous présente, voilà, le petit sondage. Donc, où on parle forcément de la réhydratation des levures sèches, l'ensemencement direct aussi en cours d'entonnement. Parfois, il y en a qui ensemencent aussi en direct à la fin de l'entonnement. Parfois, certains passent par des étapes de propagation de starter. Parfois, il y a aussi bah, les levures spontanées, tout simplement, les fermentations spontanées. C'est vrai que le terme ensemencement spontané n'est pas forcément souvent utilisé et non concerné si vous n'ensemencez pas. Donc, vous faites d'autres produits ou vous ne faites pas. Donc, bah, il y a pas mal de levures sèches quand même qui sont utilisées en réhydratation ou en ensemencement en cours d'entonnement ou à la fin d'entonnement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Je vous partage les résultats pour que vous les voyez aussi de vous-même. Donc voilà, une majorité ensemence en direct en cours d'entonnement. C'est ce qui se fait de plus en plus aussi sur le terrain, je vous le confirme. J'arrête le partage. Hop, je peux fermer le sondage. Alors justement, sur l'utilisation des levures sèches actives, nous, chez Brouline, on a choisi les levures sèches actives pour l'aspect gestion de production, la DLUO, la facilité d'utilisation. Nous avons pris le parti de travailler en levure sèche active. Donc en général, les levures sèches actives, on va demander plutôt au brasseur de faire une réhydratation en la dispersant dans de l'eau ou du mousse stérile égale à 10 fois son poids et à une température entre 10 et 28 degrés. Tout dépend de votre objectif de fermentation derrière et le type de levure. Forcément, on ne réhydrate pas une lager comme on réhydrate une ale, comme type de levure. Et selon votre choix de type de fermentation, la température de fermentation va forcément influencer sur le profil aromatique de votre bière. Donc, ça peut être aussi un choix.
On laisse reposer pendant environ 15 minutes en remuant doucement de temps en temps et après on inocule la crème obtenue dans la cuve de fermentation. Ça, c'est la méthode, on va dire, typique. Le but de cette réhydratation est de permettre à la levure de restaurer toutes ses fonctions avant l'inoculation et donc de la remettre en bon état pour qu'elle puisse fermenter et faire le travail que le brasseur souhaite de sa levure. Mais toutes nos levures peuvent être hydratées avec de l'eau ou du mou. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est que ça soit stérile. Il faut vraiment quelque chose de clean, de très très propre d'un point de vue stérilité, parce que les levures, il y a une certaine latence quand même à la réhydratation. Il ne faudrait pas qu'on vienne multiplier des bactéries. Ce n'est pas le but d'inoculer des bactéries. On souhaite que ce soit la levure qu'il faut le travailler. Idéalement, on préfère faire un mélange 2 tiers eau stérile, 1 tiers mou ou blonné stérile. Ça permet de réduire la différence osmotique. Ça va adapter tout doucement la levure, mine de rien, au milieu où on va la mettre, qui est un milieu quand même qui est stressant hein, pour la levure, le mou de brasserie. Quand on met la levure directement dans le mou, ça reste un milieu un peu stressant, une forte concentration en sucre, déjà une certaine acidité, etc. Du houblon aussi, hein, qui va aussi pas forcément aider notre levure. Donc tout ça influence. On met un peu de mou houblonné idéalement aussi pour protéger justement des bactéries gram positifs. On sait que le houblon a ses vertus. Donc on utilise aussi de ce côté-là. Alors vous l'avez dit, hein, la majorité sont en inoculation directe. Je vous l'avoue, à la maison, c'est aussi ce que je fais régulièrement. On peut hein, inoculer en direct. Forcément, on va perdre un petit peu de vitalité en ensemencement directement dans le fermenteur. Idéalement, on le fait pendant l'entonnement pour essayer d'homogénéiser. On peut le faire à la fin, mais c'est un petit peu plus. La levure, forcément, elle ne va pas être partout dans le milieu. Elle va être d'abord à la surface, se réhydrater avant d'aller tout partout dans votre cuve. Donc, idéalement, c'est pendant l'entonnement et idéalement, on n'ensemence pas avant qu'on ait vérifié la température du mou entonné. Quand vous refroidissez votre mou après ébullition et où il y a le pôle stationnement, vous allez refroidir. Il faut être sûr que la température soit adaptée à la levure. Si vous la brûlez, si vous la cramez, la levure va pas bien aller. Et pareil, si vous lui mettez des grosses claques entre guillemets de froid, la levure va pas apprécier non plus. Ça reste un stress supplémentaire dans un milieu que j'ai déjà dit qui était stressant pour la levure. Alors le dosage direct de la levure, un dosage correct, pardon, excusez-moi. C'est important pour avoir une bonne fermentation assez rapide. Une fermentation un peu trop lente, c'est jamais très bon. Ça laisse la place pour des possibles contaminations. Et si vous mettez peu de levure, elle aura tendance peut-être à floculer, sédimenter avant qu'elle ait fini le travail que vous souhaitez d'elle. Donc, c'est important d'avoir le bon pitching, le bon dosage de la levure quand vous inoculez. Donc, en général, pour la ale, on dit 50 à 100 grammes et pour les lagers, c'est un peu plus haut. On est 80 à 120 grammes. Alors, ces fourchettes sont assez larges. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut l'adapter à votre produit. Vous n'allez pas ensemencer un barley wine à 10 d'alcool où il y a un travail immense de la levure comparé à une micro IPA à 2,5 d'alcool, j'ai envie de dire. Le travail n'est pas le même. Donc, le pitching, le dosage de la levure est forcément différent. Donc, il faut l'adapter aux paramètres de votre recette. Plus le stress va être intense, plus vous aurez tendance à ensemencer sur la fourchette haute de l'ensemencement préconisé. Donc, c'est vraiment adapté. Je sais que on donne des taux d'ensemencement et c'est grand classique. Hein. On fait un brassin de 10 hectos, on met un paquet de 500 grammes et tout va bien pour la L. Ce qui est vrai, ça marche, mais c'est vrai que quand on fait des bières très très fortes en alcool, entre autres, il ne faut pas hésiter à ensemencer plus lourd et à mettre plus de levure pour que ça se passe bien. Alors, est-ce qu'il faut oxygéner les levures sèches actives au moment de l'entonnement? Est-ce qu'il faut oxygéner le mou? Vaste débat. On en a parlé un petit peu avec Laurence la fois dernière lors du webinaire sur la propagation et toute cette partie-là. Les levures sèches actives sont optimisées, donc elles sont riches en stérol et ergostérol sur les parois. Ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment se reproduire le plus rapidement possible. Le but, c'est que la levure sèche active démarre rapidement. Donc, on la met dans les meilleures conditions pour quand elle arrive chez vous. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'une oxygénation du mou. L'oxygénation est vraiment nécessaire, surtout quand les levures sont récupérées ou réinoculées sur plusieurs générations. Donc là, c'est essentiel. On l'a vu avec Laurence, au bout de 5-6 générations, si vous ne oxygénez pas, vous aurez des gros problèmes de fermentation.
Par contre, si c'est un seul brassin unique, une bière éphémère, ou que vous travaillez comme ça parce que la récupération de levure, c'est de l'équipement, c'est du savoir-faire, c'est pas forcément obligatoire. Il vaut mieux ne pas oxygéner que mal oxygéner, parce que la suroxygénation peut être un problème aussi pour la levure. Ça peut être un stress oxydatif, et là, c'est d'autres problèmes que vous aurez aussi avec votre levure. La récupération des levures est forcément possible, donc il faut bien la conserver, il faut bien la récolter, attention. Et idéalement, il faut à chaque fois faire un test de viabilité. Donc, c'est un comptage avec bleu de méthylène, par exemple, qui va vous permettre de savoir la viabilité de votre levure et de voir si vous pouvez retravailler avec ou pas. Attention, toujours après quelques générations, on a envie, hein, quand on commence à récolter, d'aller le plus loin possible parce que c'est des économies, forcément. Mais attention, parce que vous pouvez créer des variants génétiques et donc changer le profil de votre bière et avoir des problèmes de manque d'atténuation, de changement de profil aromatique avec plus d'ester, par exemple, ce genre de choses. Et donc avoir des vraies dégénérescences qui vont vous poser de vrais problèmes sur vos bières après. Et bah, si vous réutilisez une levure, c'est quand même pour avoir un profil quand même assez stable. Donc si vous réutilisez et que vous faites des variants génétiques, vous aurez un produit pas stable, tout simplement. Et là, le nombre maximal de générations va vraiment dépendre votre type de bière, votre géométrie de cuve, votre façon de récolter la levure. Tout ça va vraiment influencer votre récolte de levure. À vous de voir. Là, c'est aussi souvent l'expérience qui fait que, j'ai envie de dire, en général, on est sur du 5-6 générations en maximum. Certaines brasseries montent plus haut, mais tout dépend de la façon de récolter. On peut aussi travailler sur une nutrition de la levure. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait bien doser la levure quand on ensemençait. Il faut aussi vérifier qu'elle ait le minimum de stress, même si elle est très stressée pour faire de la bière, qu'on l'aide. Parfois, une nutrition azotée du mou est importante. L'apport doit être forcément raisonné en fonction de la carence, comme c'est écrit. Euh, Si vous, par exemple, si vous rajoutez du sucre, si vous rajoutez, je sais que c'est à la mode, les grapes ales, les bières avec des mous de raisin, si le mou de raisin est carencé en azote, par exemple, il est hyper important d'apporter une nutrition à votre mou pour nourrir votre levure. La levure peut pas aller comme nous, elle ne peut pas manger que du sucre. Il lui faut aussi une matière azotée qui va lui permettre de constituer ses parois et les protéines et tout ce qui va bien pour la levure. Donc, c'est hyper important de bien gérer la nutrition. Alors, sur un mou ou maltais classique, j'ai envie de dire 12 plateaux, comme tous les brasseurs connaissent un petit peu, le mou 12 plateaux pur malt, normalement, la nutrition azotée est suffisante. Par contre, dès que vous commencez à changer un petit peu voilà, les recettes, les mous de raisin, du sucre de tout type, vous allez commencer à décaler un petit peu cet équilibre. Donc, il faut faire attention à la nutrition. La nutrition va permettre d'optimiser vos fermentations et d'aller au bout plus rapidement et plus facilement. Et donc, c'est très important de gérer ça. Idéalement, selon le besoin de nutrition, on va amener cette nutrition, pas tout au début de la fermentation, mais en plusieurs fois lors de la nutrition, lors de la fermentation. C'est un peu comme un marathonien, d'où l'image du jogger. On ne va pas lui donner toutes ses barres énergétiques dès le départ. Ça ne servira à rien. C'est pas pour ça qu'il fera les 42 km plus facile, le marathonien. Par contre, on va lui amener de l'énergie en cours de son marathon pour qu'il aille jusqu'au bout et qu'il ait l'énergie d'aller jusqu'au bout. C'est un petit peu pareil que la levure si je prends le parallèle. On peut aussi utiliser la nutrition, c'est un autre webinaire qui avait été fait aussi chez Brewline, pour optimiser et amplifier le potentiel aromatique. En fait, en fonction de comment on nourrit la levure, on peut favoriser certains voies métaboliques et donc produire certaines enzymes. On pense en grande partie à amplifier le potentiel d'extraction des thiols, des précurseurs thiolés du houblon. La nutrition en fait partie. Donc c'est important aussi la nutrition de la levure pour cette partie thiol. Et n'hésitez pas, si vous voulez, cette partie-là, c'est pas le sujet du jour, mais n'hésitez pas, on a un petit livret, il y a beaucoup de sujets sur l'éthiol en ce moment qui sont très intéressants et la nutrition fait partie de ces voies. Alors chez Brewline, on a une gamme de levures, une gamme de fermentation haute qui reste quand même la plus classique dans les microbrasseries. On a la pop, donc c'est une levure qui est une levure historique de chez Brewline, une des premières levures qui était dans notre gamme, qui est notre levure, entre guillemets, un petit peu à tout faire. C'est notre levure très polyvalente.
Pourquoi? Parce elle a une certaine neutralité, elle amène quand même quelques notes fruitées et du coup, elle est adaptée à énormément de styles de bière, qu'on va à la blonde classique, à la porter, à tout ce type de bière. On arrive sur des flocculations, sédimentations qui sont assez faciles, assez sympathiques. On est sur des atténuations à plutôt à 80% avec une tolérance à 8,5 d'alcool. Elle va très très vite à fermenter, elle est assez rapide dans la production et dans la gestion de production, ce qui en fait une levure vraiment voilà, c'est la bonne à tout faire. Je sais que ça peut paraître péjoratif comme terme, mais voilà, c'est la bonne levure sur qui on peut compter pour la plupart des bières d'une gamme classique de brasserie. On a la levure Folk, qui est notre levure allez, qu'on a tendance à associer au type belge. Après, je sais très bien que quand on parle de style de bière, les brasseurs en font ce qu'ils veulent et la levure peut servir à d'autres choses. Mais c'est une levure surtout qui est maltotriose négative, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller chercher les trioses, donc il va laisser une rondeur sur la bière. Pour ceux qui travaillent en plateau, on va finir sur du 4-5 plateaux, selon le mou hein, forcément que vous produisez. Et elle a une forte tolérance à l'alcool. On peut monter sur des bières à 11 d'alcool sans problème sur ce type de bière. C'est pour ça qu'on l'associe à ce style belge, bière d'abbaye, etc. Mais ça peut aussi servir, par exemple, sur une micro IPA, vu qu'elle est maltotriose négative, elle ne va pas aller chercher trop de sucre pour le transformer en alcool et elle va laisser une petite rondeur qui va laisser du corps à la bière. Voilà. C'est pour ça que je sais très bien que les brasseurs prennent une levure, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent forcément jouer et influencer d'eux-mêmes selon leur process et leurs idées, les levures. Mais voilà, ça c'est la folk. Nous avons une levure qui est la rock, qui est notre levure de blanche, entre guillemets. Pourquoi on dit levure de blanche? Parce qu'elle a une flocculation de sédimentation qui est plutôt faible. On a une bonne atténuation, on est plutôt à 85% d'atténuation. Et on va produire un peu d'ester et forcément d'alcool supérieur. On n'est pas sur des productions forcément très élevées, on ne va pas avoir la banane à plein nez, on est plus sur la blanche American White si on veut sur les styles, donc plutôt les blanches américaines, entre guillemets, dans le style. Voilà, qui fait des blanches, qui va laisser aussi la place au blé pour s'exprimer et aux autres choix du brasseur, clairement. Par exemple, si une blanche un peu houblonnée, elle fera la place et se mariera très bien justement avec ces saveurs-là. On est aussi sur une cinétique de fermentation assez rapide, ce qui la rend aussi intéressante. Voilà pour la rock. En fermentation basse, nous avons deux souches. La classique qui, alors là, pour le coup, porte très bien son nom, qui est une souche très classique, qui est tout en finesse, qui est une Van Einstefan 3470, qui est vraiment capable de mettre en valeur vos maltes et vos blonds. Hein, c'est ce qu'on veut d'une lager, qui vraiment va proposer des fermentations avec une vraie finesse de produit. Si vous voulez faire une pils vraiment très fine, c'est vraiment la levure qui est vraiment adaptée. Elle a aussi une belle tolérance à l'alcool et une excellente flocculation, donc elle est très adaptée à ça aussi. C'est la classique. Donc, c'est des inoculations plus élevées. Hein. On est plutôt au kilo pour 10 hectos. En termes d'ordre de grandeur pour une inoculation, attention, les brasseurs qui ont l'habitude de faire de la haute et qui veulent passer à la basse, attention, on va dire, aux habitudes de mettre un paquet pour 10 hectos, par exemple. Sur la basse, il faut travailler un peu différemment. Cette levure demande aussi idéalement qu'on travaille la base comme il faut avec les températures de fermentation, le petit diacétyl reste pour vraiment avoir un produit fin et sans faux goût. Donc ça demande vraiment aussi une capacité de production de froid. Nous avons la hip-hop qui est une levure plus flexible en basse. Elle est idéale vraiment pour s'adapter, elle est polyvalente. On peut travailler quasi jusqu'à 20 degrés sans problème avec la hip-hop. On peut travailler à différentes températures et donc ça fait vraiment on peut presque la gérer comme une fermentation haute. Si vous vous rappelez, Laurence, lors du dernier webinaire, la différence entre haute et basse, c'était entre autres sur l'absorption du mélibiose, donc c'est le côté scientifique, mais forcément une levure de basse, on peut la travailler à d'autres températures. Et cette levure va garder une certaine finesse, même quand on monte en température. Alors, on ne sera pas aussi fin que la classique, mais ça en fait pour moi une levure idéale, entre autres, pour les India Pale Lager, donc les fermentations basses houblonnées. Donc, c'est très intéressant aussi par rapport à ça. Donc, levure vraiment sympathique à utiliser, et facile à utiliser, on va dire, pour faire de la fermentation basse et peut-être pour commencer aussi en fermentation basse.
On a aussi le premier webinaire sur cette série levure qui était dédié à la jazz. Donc la jazz qui est une Lachance thermotolérance, qui n'est pas une Saccharomyces et qui est vraiment adaptée, elle, pour les bières, on va dire, acidulées, allez, acides, mais pas acides comme les acidités avec les bactéries. On arrive à des 3,5, 3,6 de pH, donc il y a le webinaire où on en parle plus précisément, et qui permettent simplement d'arriver à des bières acides avec juste une fermentation où la fermentation du glucose est en partie transformée en acide lactique, donc ce qui amène l'acidité à la bière avec une certaine facilité. Maltotriose négative, donc ça laisse une rondeur, une faible tolérance à l'alcool. 7 d'alcool, mais déjà 6, elle va commencer un petit peu à fatiguer et à avoir du mal. On est sur des fermentations plus longues que nos autres souches, mais ça évite de prendre le bloc chaud. Ça a vraiment l'intérêt où on peut inoculer direct. Et si le maltotriose négatif est un problème pour le brasseur qui veut une bière sèche, qui mettra en exergue justement cette acidité, c'est possible en mettant une deuxième souche de Saccharomyces typique de notre gamme ou d'une autre gamme, typique des habitudes du brasseur. Et cette levure Saccharomyces prend le rôle dessus sur la Chancea en 24 heures. C'est une souche, entre guillemets, un petit peu fragile par rapport aux souches Saccharomyces. Elle ne rentre pas en compétition et du coup, elle ne va pas s'installer non plus dans la brasserie. Qui peut poser problème, comme certaines souches, on va dire, de levure sauvage, que on sait qu'ils peuvent poser problème en brasserie. Ce n'est pas le cas de la Chancea thermotolérance, qui est une levure, on va dire, assez facile d'utilisation. Voilà pour la levure acidifiante. Nous avons aussi une levure qui vient de la gamme œnologique, qui est la E2F, qui est une levure de refermentation en bouteille, à utiliser vraiment pour la refermentation et pas en fermentation primaire, parce qu'elle ne va pas trop aller chercher les sucres complexes, elle va vraiment chercher les sucres simples, et elle a été surtout sélectionnée pour sa capacité à résister à de fortes concentrations d'alcool. Et c'est vrai qu'en bouteille, en général, le taux d'alcool, il est présent, et elle est aussi capable à résister au stress du gaz carbonique, du CO2. Et c'est aussi une levure qui ne va pas influencer le goût de votre bière, qui reste neutre, qui va aussi avoir une forte sédimentation et qui va bien coller à votre bouteille. C'est ce qu'on souhaite d'une levure en refermentation. Donc, c'est une levure costaude, résistante, qui n'apporte pas trop de goût, qui reste neutre et qui sédimente bien. C'est tout ce qu'on veut de cette levure un peu de champagne. Voilà un petit peu pour nos différentes levures. Voilà, on a fait le tour, comment faire une levure sèche, notre gamme de levures. C'était pour terminer un petit peu cette série sur les levures, à la fois par le lancement de la jazz chez nous, mais aussi la visite de l'Institut Meurice et du développement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à la fois dans l'espace questions ou dans l'espace discussion, ça sera avec grand plaisir. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté. N'hésitez pas, on est là pour ça. Je sais que ça a été très très clair, ce qui me va bien aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Ah, une question est arrivée. Observation d'une suratténuation de la folk lors d'ajout de sucre. Suratténuation. Normalement, elle ne va pas chercher maltotriose. Donc, mais oui, quand on ajoute du sucre, ce sucre va être atténué à 100%, comme toute levure. Et du coup, on ne va pas avoir les mêmes pourcentages d'atténuation. Si vous faites un calcul d'atténuation, on parle toujours, ce que donne tout fournisseur de levure, ça reste sur des mous plutôt typés de laboratoire, comme on a vu avec Laurence. Ce sont dans les colonnes EBC avec un mou standard de labo. Et forcément, si vous ajoutez du sucre, vous aurez des atténuations supérieures, parce que c'est le sucre que vous rajoutez est 100% atténué. Si vous voulez aussi des atténuations supérieures, une possibilité, c'est aussi d'ajouter une amyloglucosidase. On en parlera, à mon avis, bientôt aussi chez Brewline, parce qu'on l'a bientôt dans notre gamme. Ça peut être une façon aussi de suratténuer la folk. Mais forcément, on parle de la folk, mais de tout type de levure. Si vous rajoutez du sucre, vous allez modifier vos entre guillemets, la référence d'atténuation qui est donnée par le fournisseur. Forcément, parce que tout est consommé quand vous rajoutez du sucre. J'espère que je réponds à la question. N'hésitez pas s'il y avait un détail qui m'a échappé sur cette question. Mais oui, l'ajout de sucre modifie vraiment et ça modifie les calculs. C'est vrai que j'en sais rien, si on fait une triple avec un bel ajout de sucre, candy ou autre, si vous vous basez sur l'atténuation
mise en avant par votre fournisseur, vos calculs seront faussés, clairement. Pareil, hein, selon votre process de brassage, si vous produisez beaucoup de maltodrose, vous aurez une sous-atténuation forcément de votre brassin. La, la, la composition de votre mou sur les différents types de sucre, forcément, ça peut être important. Et là, on peut aussi vous accompagner s'il y a besoin que vous connaissiez votre profil de sucre. C'est des choses aussi qui est possible de faire avec des laboratoires, hein, justement pour savoir si vous êtes en suratténuation ou sous-atténuation, d'où vient le problème, s'il y a problème, si ça vous va ou pas. C'est possible en faisant un profil de sucre, hein, sur votre mou à la base, vous saurez déjà quel est le potentiel et voir s'il y a un souci sur la levure. Forcément, la levure peut causer des problèmes, mais c'est souvent l'environnement de la levure aussi qui peut poser des problèmes, entre guillemets, pour la répétabilité et la gestion forcément de vos bières. Voilà, j'espère que c'était assez clair et que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions ou si besoin, je suis toujours aussi disponible, que ça soit par mail, vous avez le contact, après il y a les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, LinkedIn, tout ça me permet d'être joignable, le numéro de téléphone bien sûr, et puis si vous voulez aussi que Brewline vous rend visite directement chez vous, c'est possible, parce que derrière un écran c'est sympa, mais j'aime bien aussi vous rencontrer en vrai, c'est aussi possible, on est régulièrement partout en France. Donc, n'hésitez pas, ça sera l'occasion de vous rencontrer en vrai. Donc, voilà. Et ben, merci pour ce webinaire. Il n'y a plus de questions. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une belle saison brassicole qui démarre sur les chapeaux de roue pour beaucoup. Et ben, nous sommes là pour vous accompagner et je vous souhaite à bientôt. Bonne journée. Au revoir.